Eh ben bonjour, nous sommes place de l'Opéra avec Chloé Framery qui est là en soutien aux enfants pour contre les placements abusifs et la pédocriminalité. Voilà donc, et elle va nous présenter quelqu'un qui est dedans au tribunal. Mets-toi un peu plus loin parce que là j'ai des cerfs. J'ai eu le coup au tribunal. Là vous voyez c'est L'Oréal qui sponsorise l'opéra, donc on voit dans quelle société on est. On le voit bien. Donc on est face à L'Oréal, on le voit bien. Par contre là on est un rassemblement organisé par INDA et le CIPAP qui organise donc cette maman courageuse organise depuis au moins presque un an. Tous les mois, le deuxième samedi du mois, place de l'Opéra à 14 h, un rassemblement contre la pédocriminalité. Et aujourd'hui, j'y suis. Je suis très contente d'être là. Il y a une centaine de personnes, de plus en plus grand. Le groupe s'agrandit. Et on a avec nous une compatriote, Zoën, qui vient de La Chaux-de-Fonds en Suisse, qui est venue parce qu'elle aussi, elle est concernée par ces placements abusifs liés au fait de pédocriminalité. Je crois que tu as subi 7 jugements. Et je pense que tu as 7 jugements. Parle un peu fort. Parle un peu fort. Ce qui t'est arrivé. Oui, alors en fait, moi à la base, je suis africaine d'Afrique de l'Ouest, du Burkina Faso. Burkina, donc, le pays des hommes libres. Hommes intègres. Intègres, voilà, c'est ça. Donc j'ai épousé d'abord mon mari, à l'époque j'avais 17 ans. Quand je l'ai épousé, immédiatement il a voulu qu'on rentre en France. Arrivé en France, donc j'ai quand même vécu un petit moment avec lui avant de venir. Il était en France. du Burkina lui aussi? Il était français. Ah, français. Blanc, ah oui, blanc. Ah oui. Ouais, parce qu'il faut le dire. Burkina, il avait vécu juste moins d'une année et puis il devait re-rentrer, donc on s'est rencontrés à ce moment-là. Immédiatement je suis tombée enceinte. À la suite de ça, il fallait donc faire le mariage dans l'immédiat. T'étais amoureuse ou alors quand t'étais... Moi j'étais amoureuse. Voilà, c'est ça. Moi, faut le dire parce que si on y en a, tu sais, les gens après ils mettent des commentaires qui me fatiguent, ils vont te dire tu cherches les papiers, tu cherches... Non, pas du tout. Oh là là, faut arrêter tout ça. Je suis d'une famille noble, royale. J'avais pas besoin d'argent. C'est pas une question justement de venir en France. J'ai une partie de ma famille qui est en France, aux États-Unis, en Angleterre. Donc moi, clairement, partir un peu partout et j'ai voyagé, c'est pas du tout le cas de vouloir justement venir en France pour je ne sais quel bien matériel ou immatériel. Bref. Ceci étant, j'ai donc épousé ce monsieur par amour. Et quand je suis arrivée, la première des choses qu'il a faites, c'est d'abord de m'isoler, de couper le lien avec ma famille, déjà que je quittais mon Afrique. J'ai été donc isolée, je suis restée mariée 6 ans avec. J'ai été privée, donc maltraitée, enfermée, privée de nourriture, privée de parole. Je n'avais pas droit à la parole. J'ai donc, pareil, lui et sa famille m'ont vraiment... traité comme un chien, quoi. Traité comme un chien. Je suis en train d'écrire un roman sur mon histoire. Parce que justement, ne faisant pas partie des personnes qui ont besoin de venir en Europe pour s'en sortir, en fait, moi je me suis retrouvée complètement dans ce cas de figure. Dans un piège, t'es tombée dans un piège, absolu. À la suite de ça, mon enfant m'a été retiré, donc il a tout tenté. C'était un garçon, une fille? J'ai une fille qui a aujourd'hui 22 ans. Ça c'est le président et le Premier ministre. Vous voyez, il y a des services. C'est le président ou Premier ministre. J'ai aujourd'hui une fille qui a 22 ans. On est complètement des étrangères puisqu'on me l'a arrachée. Elle a 22 ans maintenant? Oui, elle va avoir 22 ans. Donc on me l'a arrachée à 4 ans et demi. Le père a donc tenté en premier lieu de me faire enfermer en hôpital psychiatrique de manière définitive. Ça n'a pas marché. À la suite de ça, il m'a jeté dehors tout bonnement. Il a demandé le divorce, on lui a tout accordé. Et puis j'ai pas vu ma fille. Donc malgré un jugement qui me donnait le droit d'hébergement et d'accueil de ma fille, rien n'a été respecté. Absolument rien. Donc j'ai dû garder ça, j'ai vécu avec. Et puis je me suis dit, j'ai le droit de me donner une deuxième chance dans la vie. Donc en reprenant mes études, des études d'art contemporain, à la Villa Arson, donc dans le sud à Nice, j'ai rencontré le papa de ma deuxième fille. Et là, je suis tombée sur une personne, alors je pense que ça doit être un pervers narcissique. Mais le premier, il était peut-être pervers narcissique aussi, le non? premier, je ne peux pas le classifier parce que c'est Et satanique, tu connais le satanisme? Tu connais ça? Oui, je connais.
Donc avec le deuxième, c'est parti en crescendo parce qu'il faut qu'il vous prépare. Alors le pervers narcissique est très doué. C'est un être doué d'intelligence supérieure, mais qui à la base en fait n'a pas cette comment dire, cette force au départ et plutôt même se sent inutile dans la société. C'est-à-dire qu'il attend, il va chercher les femmes qui ont cette force tu les attires, voilà, tu les attires. Qui ne lâche rien, qui a cette force intérieure, qui se bat, qui s'en sort tout seul. Et c'est ces femmes-là qui veulent démolir. Parce que c'est le but, c'est de démolir. Donc à la suite, quand j'ai donc eu ma fille, ma deuxième avec, ça a été vraiment crescendo. Et là c'est un blanc aussi celui-là? C'est un blanc aussi. Un français. Un français. Ben voilà. Oui. Et non, c'est un blanc français. Il faut le dire parce qu'il y a des blancs noirs, il y a des Français noirs, il y a des Français asiatiques, bien sûr, il faut préciser. Alors, à la suite de ça, je me suis vue progressivement, d'abord, donc, il a quitté le domicile, du jour au lendemain il a mis fin à la relation, il a quitté le domicile, il a tout bonnement coupé les liens, il a commencé à m'attaquer violemment, mais ma fille déjà à 2 ans et demi, donc devait aller chez lui pour un week-end sur 2 et la moitié des vacances, et quand elle revenait systématiquement, elle avait des rougeurs localisées sur les orifices sexuels. Oh là là. Et moi je ne comprenais rien parce que bon, ça m'était jamais arrivé, je ne savais pas ce que c'était. Et puis surtout un enfant qui se plaint de douleur, qui ne veut pas uriner, qui ne veut pas aller à selle, qui souffre. Et petit à petit, j'ai les amis, les copines à qui je disais est-ce que tu peux aller me chercher ma fille à la crèche, etc. Qui, le temps que je rentre de travail, me disait elle a des propos, c'est pas de son âge. Il y a des choses qu'elle dit, c'est pas normal. Il faut que tu ailles voir. Entre-temps, j'ai eu au téléphone, parce que j'ai eu une psychologue pour enfants de l'hôpital Armand Trousseau à Paris, que j'ai eu en contact, qui s'appelle Madame Marie de Vernay. Cette dame donc s'occupait des enfants à partir de l'âge de 7 ans. Non mais si t'as pas de grief contre cette dame hein? Non, absolument. Non parce que sinon après ils vont porter plainte hein. Donc si t'as des gens, tu vois ce que je veux dire. Parce que t'as vu, moi j'en ai fait plein du tribunal avec des youtubeurs, youtubeuses. Non, c'est plutôt elle qui m'a... Voilà, si t'as quelque chose, il faut pas donner le nom des personnes. Voilà. Oui, elle m'a beaucoup soutenue en fait dans le sens où... Eh ben bravo, au moins c'était une... Elle m'a dit je ne peux pas suivre votre enfant parce qu'elle est trop petite. Mais voilà, dites-moi. Et je pouvais parler, expliquer les choses. Elle m'a quand même dit vous êtes face à de la prédation, faites attention. Donc c'est là que j'ai commencé à me réveiller, à me dire il y a quand même quelque chose qui ne va pas. J'ai donc fait le nécessaire. Un jour je me suis retrouvée, quand il me ramenait la petite qui souffrait, je suis partie aux urgences 2 fois, où là on m'a fait comprendre ce n'est pas une infection urinaire puisqu'elle avait encore les couches. Donc je me suis dit... Rappelle là, c'était 2 ans et demi t'as dit? Voilà, à partir de 2 ans et demi. Oh là là. Donc je me suis dit si c'est les couches et justement les rougeurs, elles sont tellement localisées que les couches, ça prendrait toutes les fesses, ça couvrirait toute la zone. C'était pas le cas. Alors j'ai dû donc aller déposer plainte parce que c'est la procédure en fait pour savoir ce que votre enfant vit. Donc je me suis retrouvée à l'OPJ dans le 93, j'habitais la plaine Saint-Denis entre temps. Et à l'OPJ, directement quand le médecin de l'OPJ m'a vu, il a commencé à m'agresser. Avant même qu'il me connaisse, avant même que je dise quoi que ce soit, il m'a dit oui, vous êtes une mère abominable, regardez ce que vous faites à votre enfant, vous l'emmenez ici pour pouvoir incriminer le père gratuitement, et il commence l'agression. Et je me sens agressée, je dis mais monsieur, vous ne me connaissez pas, pourquoi vous m'agressez? J'emmène ma fille parce que j'ai un enfant qui souffre, je l'ai le plus de temps possible à la maison, donc 2 semaines. Elle part juste un week-end, elle revient, elle souffre. Et c'est systématique. Je me dois de me poser des questions. Qu'est-ce que mon enfant a quand elle va chez son père? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai un enfant qui raconte des propos du tout qui ne sont pas de son âge. Donc à un moment donné, on pose des questions. Quand elle parle de la moustache, quand on a un enfant qui dans son sommeil hurle, crie non papa, non, non pas ça, pas ça. Enfin, moi j'ai des enregistrements pareils où j'ai dû apporter ça à la police puisque j'ai été après auditionnée par la police et j'ai été agressée par la même police. Agressée parce qu'on m'a écouté pendant 2 heures, on m'a tapé
Et à la fin, j'ai demandé à relire donc ce fameux rapport PV et on m'a dit ah ben non, vous signez. J'ai dit ben non, je dois lire avant de signer. Et là, on m'a fait venir un monsieur policier que je ne dirai pas le nom, mais voilà, qui lui par contre m'a agressé, on m'a plaqué au mur, on m'a... La pression quoi. La pression en me disant alors maintenant tu vas signer cette putain de feuille, tu es venu nous faire chier pour rien, etc. etc. Et c'est quelle année ça? C'était en quelle année? Là c'était en 2021. 2017-2016, ça a été le premier jugement. Puis en entre 2000... Et pour la petite là pour la deuxième. Ça c'est quelle année tu dis? Justement, le premier jugement de la petite, ça a commencé en 2016-2017. Voilà. Puis on a enchaîné en 2020. Non mais dans le commissariat, c'était... Au commissariat, c'est justement entre 2017 et 2018. Ah oui. Voilà. Et à la suite de ça, je suis partie et là je comprends qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est que je suis une maman qui a peur pour son enfant, qui ne comprend pas ce qui se passe, qui veut protéger son enfant, mais aussi qui veut comprendre ce qui se passe du côté du père, sans incriminer. On me dit directement que je traite le père de pédophile, donc leurs propos. Donc on ramène les propos et à partir de là, c'est moi qui incrimine le père. C'est moi qui est complètement... ça, mais on dirait qu'il protège le... On protège, non, lui, on le protège lui et pas toi en fait. Hein, c'est ça qui se passe. Ni mon enfant, c'est l'inversion accusatoire. C'est ça, inversion accusatoire. À la rigueur, on pourrait ne pas me protéger, mais mon enfant, moi je suis venue pour mon enfant. Je suis assez grande pour me défendre, mais mon enfant non. Et justement par rapport à ça, ça a été que lui, il a demandé après la garde alternée, ça lui a immédiatement été accordé. Ah, c'est ça, il est pisté, lui, il est suivi. Tout de suite. Et après, voilà, et après ça, donc une semaine chacun, c'était la désolation totale. J'ai un enfant qui s'est complètement dissocié, un enfant qui ne savait plus où elle était, une semaine chez papa, une semaine chez... Et quand elle revenait, elle était dans un état. Je devais recommencer tout un travail déjà d'apaisement, un travail d'écoute, un travail de reconfort. Et hop, une semaine, elle doit repartir. Et c'est la destruction. Et à la suite de ça, j'ai décidé donc de quitter la France pour aller vivre en Suisse. Quand j'ai quitté la France, je lui ai proposé. Je lui ai dit alors, est-ce que tu voudrais prendre la petite ou comment on fait puisqu'on est en garde alternée? Moi j'ai une opportunité de travail, on fait comment? Non, tu peux partir avec la petite, c'est mots. Il l'écrit, etc. Il m'envoie. Je dis ok. Donc il me laisse faire toutes les démarches en Suisse pour inscrire l'enfant, etc. On propose donc pendant les vacances d'été, les grandes vacances, de se partager l'enfant comme c'était marqué dans le jugement. Sauf que là, je décide de lui dire, en Suisse, l'école commence à partir du mois d'août, deuxième semaine du mois d'août. Donc, ça ne pourra pas jouer. Ce que je te propose, c'est plutôt que tu récupères l'enfant pour mes vacances à moi, ma moitié à moi, et du coup, on inverse par rapport au sien pour que moi, je puisse partir avec l'enfant pour sa rentrée. À partir de là, il dit oui, il prend l'enfant et je ne reverrai plus ma fille. Il ne me la rend plus jamais. Tu l'as jamais revue là? Attendez, il me la rend plus, il la garde. Tu peux faire un roman avec ça. En quelle année ça? On est en 2020, 2021. Elle avait quel âge là? Elle est née en quelle année la petite? La petite, elle est née en 2015. 2015, donc là maintenant elle a 9 ans maintenant. Oui, elle a 9 ans. Voilà. Donc, et alors là maintenant t'en es où alors? Donc j'en suis que donc à partir du moment où il garde l'enfant, il va l'inscrire dans l'école où à côté de chez moi parce que je partais, donc chose complètement absurde qui a été acceptée. Donc l'enfant a été scolarisé ici en Ile-de-France dans une ville où moi je n'y habitais plus, où j'avais plus d'adresse, où la mairie savait que je déménageais, où le père n'y habite pas non plus, mais par contre il a pu inscrire l'enfant à l'école. Ça a été accepté, tout le monde a laissé faire, que ce soit l'école, etc. J'ai écrit au rectorat en disant mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas prendre l'inscription de mon enfant sans ma personne puisqu'on était encore en garde alternée. Donc j'avais mon mot à dire. À la suite de ça, rien. Il finit par laisser l'enfant sur place, puis il déscolarise l'enfant au mois de janvier, qui a suivi. Il s'en va l'inscrire maintenant là où il habite. Pareil, je suis ni tenue au courant de quelle école, de quel endroit, rien. Je débarque à la mairie de cette ville en disant, voilà, d'abord je téléphone. Je dis, excusez, j'aimerais savoir dans quelle école est inscrite ma fille. Donnez-moi le nom et sa date de naissance. Je donne le nom, sa date de naissance et on m'appelle par un autre prénom de maman.
En fait, t'as pas donné ton prénom, c'est comment pour la vidéo? Je suis Zoënd. Zoënd. Comment ça s'écrit? Z-O-E-W-E-N-D. D'accord, En fait, parce que pour le titre comme ça, je mettrais, voilà. C'est Zoënd Kisgou, mais c'est pas grave. Non, mais donne pas ton nom de famille, tu me dis. Voilà. Mais Donc, après, parce qu'après, si c'est trop long, les gens, ils iront pas au bout. Oui, voilà, voilà. Non, mais pas que le nom. Oui. La vidéo, là, t'es déjà depuis 15 minutes, on parle. Oui. C'est important. Je sais que c'est important, ouais, mais il y a des gens, ils vont pas au bout. C'est très intéressant aussi. Il faut comprendre les procédés. C'est ça, symptomatique. c'est ça. Voilà, mais voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Moi, depuis le début avec Nadia Merani, je suis toujours là. Ouais. Mais tout le temps, ces histoires, j'ai l'impression que c'est tout le temps pareil. C'est une répétition, une répétition, une répétition. Et c'est pire. Et souvent, je vois des femmes que tu sais qu'elles auraient bien élevé leurs enfants. Oui. Hein, et on leur a enlevé les enfants parce qu'elles sont pris la tête avec un connard. Oui. Mais des fois, mais voilà. Non, Moi, je dis ça. c'est même pas ça. Parce Bah, que... souvent, c'est ça. Oui, souvent, c'est ça aussi. Ils attendent que les gens se déchirent, C'est ça, le couple pour, se déchire pour après. Prétexte pour prendre l'enfant. C'est ça. Parce que Mais c'est pareil, je ne fais pas partie des femmes qui boivent, je ne fais pas partie des femmes qui se droguent, je ne fais pas partie des femmes déséquilibrées psychologiquement, comme on dit. Au contraire, je suis même beaucoup plus conscient et plus précis dans tout ce que je dis. Et je note tout et je garde tout. Et là, ils ne pouvaient pas m'avoir. Parce que moi, je les défie. J'ai tellement emmené tous ces jugements, je dis bien, on en est à 7 jugements, et j'ai été seule à me battre face à toutes ces personnes-là. Et carrément au 7e jugement... Qu'est-ce que tu sens de la justice? Tu sens qu'ils sont fermés, il n'y a pas bloqués? de justice. Voilà. Il n'y a pas de justice pour les mères qui protègent leurs enfants en France. Il n'y a pas de justice pour nos enfants. Ils ne sont pas protégés du tout. Alors, pire encore, il y a vraiment une inversion, comme on dit, des propos. Et c'est ça qui me choquait le plus. C'est-à-dire que dans aucun des jugements, en dehors du premier jugement où j'ai eu la garde de mon enfant, et à ce moment-là, cette juge-là avait bien compris ce qui se passait, mais toute la chronologie jusqu'au dernier aujourd'hui, quand je lis ce qui est marqué et ce qui est absolument délirant, c'est que mes propos sont complètement retournés. Et ça, c'est ahurissant à croire qu'il y a des personnes qui travaillent pour l'État judiciaire, qui sont là que pour retourner les propos, de redécortiquer et refixer des choses qui sortent complètement du contexte. On va prendre un mot, on le sort de son contexte global, donc ça n'a plus rien à voir. Et là, on va vous pondre un truc qui n'existe nulle part. On a sorti des propos que je n'ai jamais sortis. On a écrit des choses sur moi que moi-même je découvre et qui est assez choquant. Et je trouve aberrant, moi je suis venue témoigner parce que mes 2 enfants m'ont été enlevés la première. J'étais beaucoup trop jeune pour comprendre de quoi il en résultait. J'ai pas pu protéger mon enfant. J'étais même mise à l'écart et je ne savais déjà pas où aller, ni qui voir, ni comment. Et l'avocate qui était censée me défendre m'a lâché devant la justice ils ont peur, en me disant « Vous n'avez été qu'un ventre ». Ça a été terrible. Quand on dit à une mère « Vous n'avez été qu'un ventre » et que c'est votre avocate qui vous lâche devant la justice, là c'est grave. Mais moi, progressivement, je dénonce 2 choses. Il y a le fait que la police est complice. J'ai déposé des plaintes qui ont tous été classées. Quand j'ai pu les déposer. Ah oui, c'est eux qui tiennent la justice. Quand j'ai pu les déposer. Parce que moi, on me proposait des mains courantes et on me refusait systématiquement les plaintes. Sachant que j'avais toujours raison, puisque j'apportais toujours les preuves irréfutables. J'ai raison, mais on lui donne raison. Et on me refuse le droit de déposer des plaintes. Quand j'en arrive à déposer des plaintes, on les classe sans que je sois informée. C'est normal. Ça, c'est de 1. De 2. Je dis que l'espace institutionnel, éducatif, les maîtresses, ceux de la mairie, les directrices d'école sont complices. Ils sont complices pourquoi? Parce que justement, quand l'enfant parle, les enfants parlent et un enfant ne ment pas. Quand un enfant dit quelque chose, il le dit à sa manière, avec son regard d'enfant, mais un enfant ne ment jamais. Ça veut dire que ses propos sont minimisés, piétinés et limite on lui dit de la fermer. Ça, c'est grave. Donc ça veut dire que ça soit conscient ou inconscient, il minimise les propos des enfants et il laisse les choses se dériver et devenir ce qu'ils sont. La 3e chose, c'est que la justice, au sein même de la justice, les avocats, moi, tous mes avocats que j'ai pris, une première qui m'a lâché à 3 jours de jugement et qui a pris de l'argent, m'a abandonné. Moi j'ai eu ça aussi une fois. N'a pas voulu y être. Je l'ai convoqué devant ses pairs parce que je suis allée au bout après. Au bar, Ah oui. c'est le baron, comment ça s'appelle
devant le bâtonnier. Le bâtonnier, voilà, c'est ça. Donc, et suite à ça, devant ses pairs, oh ben elle a été discréditée, normal. Oh ben écoutez maître, vous devez en fait tout simplement écouter votre cliente et quand même voilà, faire ce que votre cliente vous a demandé. Et à moi, on me dit, oh ben c'est tout à fait normal, elle a travaillé, mais elle a travaillé où? Quand elle a pris mon argent, elle m'a jeté comme une malpropre de son cabinet en me tirant par le bras, en me jetant, en foutant mon dossier par terre. Et c'est ça la justice en fait. C'est ceux qui sont censés vous défendre que vous payez, qui non seulement du coup devient de l'escroquerie, on est dans de l'escroquerie pure et dure, okay. On est dans le non, comment dire, introduction des dossiers, puisqu'après je vais avoir une deuxième avocate qui me fait la même chose. Je fais appel une première fois et elle prend le dossier, elle prend aussi de l'argent, mais elle n'introduit pas mon dossier. Donc ce qui a rendu mon appel caduc, clairement caduc, je découvre que mon appel a été... Voilà. Donc c'est pour dire que les acteurs de la justice, donc les avocats sont complices. Les avocats bâclent des dossiers, les avocats ne travaillent plus. Alors, ou ils sont du côté du bien, ou ils sont du côté du mal, mais clairement, ils font leur choix. Et quand on choisit, on doit être également puni de la même manière. Il y a des juges qui minimisent réellement ce que les maires disent et prennent en fait en compte ce que les avocats, parce que bien évidemment, si j'ai les moyens d'aller me prendre un avocat dans le 7e à Paris, qui va venir avoir un discours élogieux, qui va sortir des trucs, mentir, glisser ici, rentrer par là, là ça marche. Mais par contre, la personne humble qui va dire « Moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais je peux vous dire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je vous apporte les preuves. Je ne suis qu'une mère. C'est mon devoir et mon droit de me battre jusqu'à la mort s'il le faut pour mon enfant. Parce que c'est comme ça. Je suis programmée pour protéger mes petits. C'est même pas, j'ai pas à me dire « Bah non, c'est comme ça. » Parce que les pères, ils sont juste là pour, en effet, faire les enfants. Ils ne sont pas forcément programmés pour être là à les défendre. La mère, elle l'est. Donc, une mère qui ne le fait pas, on va dire, ah mais bien sûr, elle ne fait pas son travail. Bah, regardez, c'est une mère indigne. Mais quand elle le fait de toutes les façons, c'est pareil. On considère que c'est une mère indigne. Ce que je reproche aussi, c'est sur quelle base on retire les enfants aux mères, de quelque manière que ce soit. Quand la mère, c'est-à-dire puisque la loi française a également des amendements, des lois qui sont posées. Et dans ces lois, on explique clairement que pour retirer un enfant à sa mère, il faut des critères qui rentrent en compte. Et ces critères, c'est si la mère est emprisonnée pour un crime qu'elle a commis, ne peut pas s'occuper de ses enfants. Ça veut dire qu'elle sort de prison, elle peut s'occuper de ses enfants. Si la mère est psychologiquement déséquilibrée, mise dans un hôpital psychiatrique, elle ne peut déjà pas s'occuper d'elle-même. Alors elle ne peut pas s'occuper de ses enfants. La troisième, c'est si la mère, justement, se laisse aller dans des drogues, est dans un état pareil, où elle ne peut pas s'occuper d'elle-même, et pire encore, elle mettrait ses enfants en danger, parce que dans cet état-là, elle ne sait plus, elle ne gère absolument plus rien. Je ne suis dans aucun de ces trois cas, qui sont les trois cas fondamentaux pour retirer une mère, un enfant à sa mère. Donc, quand vous travaillez, quand vous êtes toujours débrouillé, quand vous avez un logement, que l'enfant a sa chambre, quand l'enfant est heureuse, joyeuse, qu'elle fait des activités, que vous l'emmenez partout, que vous vous en occupez clairement bien, eh bien non, on vous la retire pour donner à l'autre parent qui lui estime qu'il a plus de droits que vous. Mais en quoi? En quoi le père a plus de droits que moi, la mère? Il a le droit, je considère pour ma part, qu'il a le droit de dire à un moment donné, j'aimerais, vu qu'on n'est plus ensemble, j'aimerais avoir la garde de notre enfant pour aussi m'en occuper. Ça, il peut le faire. Mais moi, j'ai le droit de récupérer mon enfant la moitié des vacances et les un week-end sur deux, ou comment c'est organisé pour cela. Attends, mais moi j'ai une question. Oui. Mais maintenant,
Il l'a toujours, lui, alors, la garde? Il a gardé l'enfant. Alors que tu me disais que depuis le début, il y avait des trucs, des rougeurs au niveau de son sexe et tout le bazar. On lui a donné l'enfant. Donc ça veut dire maintenant, on en est où à 9 ans? Alors qu'est-ce qui se passe? Elle Je compte... ne sais pas ce qui se passe. Parce que tu la vois plus, non. la petite? Alors le père voilà, depuis 2021, j'ai eu le droit de la récupérer juste pour la moitié des vacances de Noël en 2021. 2022, justement, j'ai pu partager que la moitié des vacances qu'il m'a envoyé l'enfant. Puis progressivement, le père, malgré le jugement, m'a retiré le droit de voir mon enfant. C'est-à-dire que s'il devait me l'envoyer, il ne l'envoie pas. Je dépose une plainte, c'est classé. Si je devais communiquer avec l'enfant, il ne me met pas en communication. Au point où il y a eu un jugement en Suisse, parce que monsieur, entre-temps, s'était remarié. Et sa femme a donc violenté ma fille, agressé. À la suite de ça, j'ai été bien évidemment informée un mois plus tard. 3 semaines, 1 mois. Donc je récupère ma fille. J'essaie d'abord de rentrer en contact. Mais un pervers narcissique, ça profite de ces moments-là, ça se délecte. C'est tellement bon pour lui d'attendre de vous voir agoniser. Mais je n'agonisais pas, j'étais très calme et sereine. J'attendais sagement de savoir où est mon enfant, qu'est-ce qui se passe. Donc, il m'informe par mail que l'enfant a été agressé par sa femme, qu'il a demandé immédiatement le divorce, ce qui est incohérent d'ailleurs, et que j'ai d'ailleurs souligné qu'une personne qui vient de se marier 2 mois avant demande le divorce juste parce que sa femme a violenté une fois, ou peut-être plusieurs fois, je ne le saurais, mon enfant, cela ne va pas jusqu'au divorce. Je pense qu'il y a peut-être des discussions à mettre en place, mais pas jusqu'au divorce. Cette femme aussi qui avait un enfant avec et qui était enceinte, il lui a retiré son enfant, donc de 3 ans, un garçon. Donc c'est pour dire que... Et moi, attends, oui. Maintenant moi. Oui. Parce que moi j'en ai rien à foutre, ils peuvent me tuer, Oui. je m'en fous. Oui, oui. Ceux qui m'écoutent, Oui. ceux qui m'écouteront. Peut-être la vidéo elle fera pas beaucoup de vues. Oui. Moi, toi, tu es d'une lignée. Oui. Toi, tu as été ciblé. Oui. Toi, tu as été ciblé par une personne qui voulait te faire un enfant qui lui fasse du mal. Ils ont besoin de faire ça. Oui. C'est satanique. Tu es rentré complètement dans le truc satanique. Oui, vous pouvez me zigouiller, vous pouvez accuser mon fils aussi de ce que vous avez déjà fait. Je m'en fous, moi je suis mort déjà, Regarde ma ligne de vie, regarde, elle est coupée, tu vois bien? Regardez, elle est coupée. Donc voilà, mais moi je te défends. Ouais. Tu es dans un truc de taré. Ah oui, oui, oui. C'est ça, en fait, elle a été ciblée. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais c'est hein? Elle est d'une... Ils ont besoin de sa gamine. Sa gamine, voilà. Et il a MKIs en fait. Ses fils sont MKisés, faut le dire, j'en ai marre. Je m'en fous. En fait, voilà. Voilà, mais tout est MKisé. Allez voir Alexandre Le Breton. Ouais, ben non, mais non, parce qu'elle. Oui, mais voilà, mais non, mais moi j'y vais, je rentre dedans. Ça sert à rien de cette façon-là. Le but c'est d'avoir. C'est ça, mais moi je suis trop énervé, mais. Oui, mais la colère. C'est Alexandre. Alexandre, non, mais on m'a fait chier pendant 15 jours là. Et puis elle est pas. Oui, parce que je fais des vidéos, tu sais quoi? Ça se passe pas quand on est comme ça. T'as raison, oui, mais tu sais quoi, juste on va finir. Allez voir Alexandre Le Breton, programme MK Ultra. Voilà, on continue. Excusez-moi, Ouais. c'est pas grave. Alors Voilà. c'est juste pour dire que, pour finir, après le jugement qui a eu lieu en Suisse, où monsieur me fait passer, parce qu'en fait on monte de grade en grade. C'est-à-dire que pour protéger mon enfant, pour savoir ce qui se passe de l'autre côté, que sa femme violente mon enfant, on me retourne encore la situation. Donc je suis informée, mais je n'ai pas de nouvelles, plus que ça. Donc petit à petit, je commence à m'angoisser. Je pense même à un moment donné que mon enfant est mort, puisque j'ai pas de nouvelles, j'ai rien. Donc c'est dur. Je ne peux pas aller voir mon enfant puisqu'il ne me le permet pas. Quand j'appelle la police, quand je débarque devant chez lui, la police ne vient pas. C'est normal. Donc en fait, vous êtes complètement livré à vous-même. Et à la suite de ça, donc j'attends patiemment. Je fais appel à un maître. Je fais appel à un avocat qui donc lui adresse un courrier, puis des appels qu'il ne décroche pas. Pareil, il me dit tu peux joindre la petite à tel numéro. J'appelle en vain, ça ne décroche jamais. Je donne à des amis en me disant peut-être que moi j'y arrive pas, mais peut-être que vous y arriverez. Donc pour justement dire que non,
voilà, il y a des témoins qui peuvent témoigner qu'ils ont essayé de joindre aussi le même numéro qui n'a jamais décroché. À la suite de ça, j'attends patiemment et puis je ne sais pas ce qui se passe. Il décide de m'envoyer l'enfant encore une fois de plus pour la moitié des vacances de Noël. Donc je récupère ma fille. Et mon avocat décide donc de lancer une procédure afin de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. À la suite de ça, donc l'enfant qui devait repartir à la fin de la moitié de ses vacances, moi je la garde. Donc je la garde en Suisse, au dire de mon avocat, pour essayer de comprendre. Immédiatement, je reçois donc la police judiciaire suisse qui vient chez moi pour embarquer ma fille. Et ces monsieur étaient d'une intelligence vraiment bonne intelligence, parce que d'abord ils ont essayé de m'écouter et de me comprendre. Ils ont vu que j'étais pas violente, je les ai accueillis le matin très tôt, la petite dormait, tout va bien. Et puis les propos commençaient par vous avez kidnappé votre enfant? Non, pas du tout. Je n'ai pas kidnappé mon enfant. Ah bon? Je dis non, mon enfant m'a été envoyé par le père. En avion. Ici, on en a eu plein des histoires comme ça. Ouais, en avion. C'est tout ça, c'est tout le temps la même chose. C'est tout, voilà. Donc, moi, je sature. vous avez kidnappé votre enfant et l'a séquestré. Donc, nous, on est venus voir parce qu'on nous a dit que vous viviez dans une cave. J'ai dit, bah, vous pouvez vérifier. J'étais en train d'aménager en plus parce que j'étais donc dans une autre adresse puis dans celle-ci. Et j'ai dit, bah regardez, est-ce que vous trouvez que ma cave, elle est mieux? La petite, elle est là, est-ce que vous voulez la voir? Oui, on veut la voir. Il voit la petite, elle est toute joyeuse, toute contente d'être avec maman. Et puis, il lui pose des questions, bah, elle répond. Et après, il me demande, mais on ne comprend plus rien. J'ai dit, non, je vous explique. En fait, ma fille vit avec le père. C'est la femme du père qui a agressé ma fille. Il disait, ah, mais on pensait que c'était vous parce qu'on était venu vous voir parce que vous avez un mesure d'éloignement. Ah non, c'est sa femme qui l'a mis en mesure d'éloignement et qui l'a gardé son fils, en plus de la mienne. Et à partir de là, moi, je veux comprendre ce qui s'est passé avec ma fille parce que je n'ai rien. J'ai aucun document, rien. Il faut savoir aussi que la justice a pu faire des choses assez incroyables suite à ça. C'est que ma fille a été auditionnée sans que je sois là. Tout ce qui concerne ma fille a été fait sans que je sois ni informée, ni que je sois là. Donc c'est tout à fait normal. Le père, peut-être que lui, il y était. Donc voilà. À la suite de ça, la justice suisse lui a condamné à me mettre en communication avec l'enfant tous les dimanches, 30 minutes sur Zoom. Et également à me permettre d'avoir donc des rapports de sa part concernant la semaine, ce que l'enfant a fait, où est-ce qu'il a été, etc. etc. Et bien évidemment, de m'envoyer ma fille pour ma moitié des vacances en les respectant, puisque c'est basé sur le jugement français, donc un PV. Ce monsieur donc n'est pas content, puisqu'il a fait toute une démarche dans ce sens. Il est allé inscrire notre fille sur IPOL. Il a aussi fait appel à Interpol. Je suis donc interdit de sortir avec ma fille. Déjà de la voir c'est difficile. C'était dans quel pays ça? En Suisse ou en France? En France. En France, oui, parce que comme tu es de Suisse aussi. En France, voilà. Mais pendant la procédure en Suisse, on m'avait retiré mes documents pour m'interdire de quitter la Suisse, etc. Afin de comprendre. Ah bah, on t'est bien pisté toi. Voilà. Mais la Suisse, les juges suisses étaient vraiment à l'écoute. Et là, pour la première fois, je me suis sentie défendue par une juridiction. Vraiment. Pour toutes les batailles que j'ai menées. Voilà. En Suisse, il y a tout bon ou tout mauvais en Suisse. Hein. Il y a le pire et le meilleur. Voilà, moi je connais, voilà. Il y a le pire et le meilleur. Bah, comme ici, il y a aussi du bon. On va pas dire que moi je dis qu'en France, c'est pas tout est pourri. Oui. Voilà, il faut tomber sur les bons. Ah non, mais des fois, on va t'entorpiller avec un mauvais parce qu'on sait que toi, tu es là, tu dois être torpillé. Oui, oui, c'est ce que je ressens. Ça, exactement. Et, pas facile, hein. Et en fait... hein? Ouais. Et en fait, par la suite, donc il ne va pas respecter parce que c'est pas dans son... Dans sa façon d'être, de respecter les choses. Donc progressivement, il va dire, ah oui, la Suisse a fait un PV qui va avec le jugement français qui t'ordonne ça, et bien moi je vais te le retirer. Donc il m'a fait un appel, comment on appelle ça, une assignation à bref délai. À la suite de cela, je me vois donc retirée de ma vie, clairement. On m'oblige, on me punit
en m'obligeant donc de venir passer les vacances, les grandes vacances en France avec la petite, ce que j'ai fait. On me dit également dans le jugement qu'à partir donc pareil des vacances de fin d'année, je pourrais en effet recommencer à recevoir ma fille en Suisse. Mais cela ne s'est pas fait puisque le père ne l'a plus jamais permis. Donc voilà. Et je fais appel de la décision rendue par rapport à son assignation à bref délai. Et ce jugement vient de tomber au mois de juin, où je découvre que non seulement je n'ai plus le droit de prendre ma fille, par contre j'ai le droit, puisque la grande bonté de la justice française, après m'avoir tout retiré, me permet donc d'aller payer une structure, on parle bien de payer une structure. Oui, mais ce truc d'accueil là. Pour, oui, voir ma fille 2 heures tous les 2 mois. Ouais, voilà, c'est ça. On en a aussi plein ici, ouais, en France. Alors, la base de pourquoi on m'a retiré l'enfant, c'est d'un flou. Tous les dossiers que j'ai apportés, y compris les dossiers du début en disant non, déjà dans le jugement qui lui avait permis de prendre l'enfant, il y a eu des manquements. Voici les documents de manquement. C'est lui qui m'avait donné l'autorisation de partir. Voici, tout a été balayé. Et là, je me retrouve donc dans ces cas de figure. Et pire encore, ce qui m'a donné la colère absolue, c'est qu'au premier ressort de ce jugement, on m'interdit de faire appel à la Cour de cassation. Alors j'ai une question à poser en France. Alors j'ai une question à poser à la justice française. Est-ce que je suis une ennemie d'État pour avoir comme seul crime de vouloir protéger mon enfant contre le père maltraitant? Est-ce que je suis une ennemie d'État? Si c'est le cas, on devra me dire. Parce qu'il n'y a que les ennemis d'État, donc ceux qui ont déposé des bombes, qui ont tué des gens, qui n'ont pas droit à faire appel à la Cour de cassation. Moi, je suis condamnée au premier ressort à la Cour de cassation. Interdiction de faire appel. Donc ça veut dire que si je ne peux pas faire la Cour de cassation, je ne peux pas faire appel à la Cour pénale des droits de l'homme. Clairement. Donc en me bloquant à ce niveau-là, on est sûr que je n'irai pas loin. Mais ça, c'est mal me connaître. Parce que j'irai encore plus loin que ce qu'ils pensent. Je prendrai de la hauteur. Et cette hauteur-là, ils ne la feront pas venir. Donc je voulais dire qu'on doit continuer ce combat. Toutes les mamans doivent continuer ce combat. Quel que soit ce que vous pensez, quel que soit ce qu'on dit de vous, que vous êtes psychologiquement dérangé. Mais oui, c'est tellement facile. La France est connue pour ça. On lobotomisait les femmes à une époque parce que justement, on considérait qu'elles étaient psychologiquement dérangées et il suffisait que le mari ait des droits dans le mariage pour dire « ma femme ne va pas bien, il faudra aller ». Bien sûr, c'est tellement facile d'aller du côté du déséquilibre mental parce que la seule chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est le mental d'une personne. Mais quand on ne peut pas atteindre ce mental-là, on va essayer d'attaquer ce mental-là pour dire qu'elle est déséquilibrée. Mais comment on va justifier un déséquilibre? Eh bien, quand on demande une expertise, bien évidemment. J'ai demandé une expertise psychologique de ma personne. D'abord, une demande faite par le père, qui demandait que je sois expertisée parce que je suis psychologiquement dangereux pour notre enfant. J'ai accepté à la seule condition, en disant, oui d'accord, à condition que toute la famille soit expertisée. Moi, monsieur et l'enfant. Eh bien non, la justice française a tout bonnement refusé. Bah alors, si je ne suis pas psychologiquement atteinte, qu'est-ce qui se passe alors? Où est mon crime? Sur quoi on s'est basé pour me retirer mon enfant? Donc, maman du monde, battez-vous. Nos enfants, c'est l'avenir de demain, c'est l'avenir de la France. On déséquilibre nos enfants, mais qu'est-ce qu'on fera comme être humain demain? Ils seront dans quel monde? Dans le monde des MK, Alexandre Le Breton. C'est ça qu'ils veulent. Vous savez, madame, moi j'ai... Bon, bah merci. Merci à vous. Merci. Merci. Voilà, donc vous voyez, il y a du monde. Voilà.